Vous êtes toujours en direct sur RTVFM dans l'émission Associativement Vôtre de la Maison du Citoyen, espace vie associatif de Carpentras. Nous avons le plaisir de recevoir M. Bernard Zimbris, qui est le président de l'association Réseau. Bonjour M. Zimbris. Bonjour. Et Mme Parmentier, administratrice, réseau et intervenante violence conjugale. Bonjour Mme Parmentier. Bonjour. Pour commencer, M. Zimbris, pouvez-vous nous dire quand votre association a été créée et dans quel but? Alors, Réseau a été créé en 2007, donc il y a un peu plus de bientôt 6 ans. C'est une association qui est le fruit en fait d'un rapprochement, d'une fusion entre 3 associations, 2 de Carpentras et une d'Orange. 3 associations dont le but était d'accompagner des personnes qui sont en grande difficulté et de les accompagner à recouvrer leur autonomie et retrouver une place dans la société. Donc ces 3 associations, c'était HAC, Habitat, hébergement du Comtat. C'était donc et c'est toujours un lieu d'accueil de sans-abri, donc un hébergement d'urgence qui est basé près de Terradou. Et donc ça, c'est une des associations de Carpentras. Une autre, c'était Solidarité. Premièrement, historiquement Solidarité Femmes, donc qui est spécialisée dans les violences conjugales. Et une autre association sur Orange, Diagonale. Donc trois associations différentes, issues d'un engagement citoyen différent, c'est-à-dire que HAC était plutôt issu du milieu catholique de Carpentras, c'est Sœur Antonia qui avait créé cette association. Solidarité Femmes, c'est issu du mouvement militantisme des années 80, c'est des femmes qui se sont unies pour pouvoir proposer des solutions à des femmes qui étaient justement victimes de violences conjugales, les mettre à l'abri et les aider à se reconstruire. Et sur Orange, Diagonale était une association issue plutôt du milieu syndicaliste avec une volonté d'héberger et de mettre en sécurité des personnes en grande difficulté. Donc ces 3 associations ont fait le choix il y a 6 ans. Enfin, c'est un travail qui a été fait en amont, de fusionner pour être présent sur sur la moitié du département de Vaucluse, pour proposer aux gens en grande difficulté des solutions, les accompagner, les amener à retrouver une citoyenneté complète. D'accord. Quel est votre territoire de couverture et sur quelle ville êtes-vous présent ? Alors, quand je dis la moitié du département, c'est vous tirez une ligne un peu de Sorgues jusqu'à Sceaux, donc ça fait tout le nord, et nous sommes présents quand on nous appelle sur l'ensemble des villes et des villages du département, mais on est présent sur Orange, Carpentras, sur Sorgues, Bolène et à la demande. Voilà. D'accord. On est aussi présent sur Valréas, Vaison, dans l'enclave. Ça fait effectivement un gros territoire. De quels moyens humains disposez-vous ? De la bonne volonté de pas mal de monde. C'est vrai que c'est une association citoyenne, comme je vous l'ai dit, c'est des gens responsables qui se sont groupés, qui ont vu qu'il y avait des difficultés et on ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Donc on est une trentaine de bénévoles et 35 salariés. C'est-à-dire que nous avons un équilibre à peu près entre le bénévolat et le salariat. Sachant que nous avons des équipes qui sont de plus en plus performantes en tant que professionnels. C'est-à-dire que les lois ont évolué. On est présent dans ce domaine-là depuis 82, donc ça fait quand même quelques années. Et on a des équipes qui sont de plus en plus professionnelles. Elles mettent en œuvre, je suppose, donc des actions bien définies. Elles ont des actions à mener que vous définissez, vous. Alors nous avons plusieurs pôles au sein de Réseau. On a... cette volonté d'accueillir des gens en grande difficulté, ça veut dire les amener à travers différents lieux au sein de l'association vers une autonomie. Et donc on commence par on a donc un lieu d'accueil, ce qu'on appelle l'accueil de jour, où on reçoit des gens le matin pour les aider à prendre, leur proposer un petit déjeuner, un premier contact avec peut-être refaire des papiers s'ils n'ont plus de papiers, prendre une douche, avoir une boîte aux lettres, avoir un lien avec une infirmière. C'est une première prise de contact sur des gens qui sont à la rue. Nous avons également un lieu d'hébergement d'urgence où on reçoit des personnes qui sont à la rue. D'ailleurs, si vous avez
vous voyez des gens en difficulté, vous faites le 115 et on sera ces gens seront aiguillés vers nous. Hein. Ouais. Donc cette partie d'urgence. Il y a également on a un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc là où on accueille des gens qui sont en attente de logement, qu'on aide à reconstruire petit à petit, mais là c'est sur des périodes beaucoup plus longues. Nous avons également un service de recherche de logement. Parce que vous avez sur notre moitié de département énormément de gens qui sont en attente de logement, en recherche, qui veulent avoir un logement de meilleure qualité, qui veulent avoir un logement mieux adapté à leur composition familiale ou à leurs moyens. Donc ça, c'est ça. Ensuite, nous avons donc la santé peut-être aussi. Il y a la santé, tout ça est lié. Voilà, on vient d'avoir un partenariat avec l'ARS. Oui. Nous avons un médecin qui est présent au niveau de l'accueil de jour et qui fait des permanences aussi au centre d'hébergement d'urgence. Donc on a un suivi médical des résidents. Est-ce qu'ils peuvent être, par rapport à la santé, est-ce qu'ils peuvent être orientés vers les centres de santé au niveau de la CPAM? Est-ce qu'ils ont accès aux fameuses visites ou pas? Est-ce que ça serait peut-être quelque chose à creuser? Je sais que la CPAM, justement, on a la possibilité, tous, autant que nous sommes, de passer un bilan de santé. Et ces centres, de plus en plus, ont tendance à souhaiter que ce soit justement des gens qui en ont réellement besoin, qui fréquentent ces centres pour justement passer tous ces examens. Je vous remercie de me poser cette question. Je suis que président de l'association, donc je n'ai pas en tête tout ce qu'on fait. Je sais qu'on fait beaucoup de choses. Je sais qu'on a effectivement des médecins qui nous suivent, qu'on est en lien avec l'ARS, la CPAM, je ne sais pas exactement. Je poserai la question et je vous ferai la réponse pour pouvoir être précis par rapport à ça. Ensuite, est-ce que vous avez des projets expérimentaux en cours ou à venir? Projets expérimentaux en cours ou à venir. On a un projet qui est très intéressant qui est en cours, qui s'appelle Récup Déco, justement qui s'adresse à une partie de nos résidents. C'est un projet si vous voulez, on se rend compte quand on est au contact de nos hébergés ou des gens qu'on accompagne, qu'il y a des manques dans les solutions proposées. Et donc là, on a des personnes qui sont en grande difficulté et pour arriver à les mettre dans l'activité, dans la société de façon plus importante, on a pris conscience qu'il y avait besoin de les amener à faire des travaux, de les accompagner on appelle ça une aide à la vie active. Et donc on a créé sur Carpentras, près de la COP qui est avenue de l'Observance, quand on descend vers l'avenue de l'Observance, un lieu qui s'appelle Récup Déco, qui est en lien avec la ressourcerie, c'est-à-dire que nous récupérons des objets que la ressourcerie met à notre disposition. Ces objets sont transformés par nos résidents et sont mis en vente, soit pour des gens qui sortent de nos systèmes d'urgence pour avoir leur propre logement, soit si vous voulez en acheter, vous allez voir, il y a un gros travail de déco qui est fait et très intéressant. Et je crois que la ressourcerie, cette association se trouve au marché Gare, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc il y a Marie qui voudrait maintenant poser une question à Madame Parmentier, qui est silencieuse mais qui a beaucoup de choses à nous dire. Donc je vous rappelle qu'elle est intervenante violence conjugale. Donc ta question, Marie, concernant la journée de la femme du 8 mars, je sais que tu avais une... Alors, le 8 mars, nous avons la journée de la femme. Je ne sais pas si vous avez un projet, un engagement pour ce jour, mais peut-être êtes-vous plus intéressé par le 25 novembre, qui est la journée des violences faites aux femmes. Tout ce qui concerne les femmes nous intéresse. Maintenant, le 8 mars, c'est vrai que nous nous associons plutôt aux initiatives prises par le collectif 84 Droits des femmes, qui est le regroupement au niveau départemental de plusieurs associations de droits des femmes. Il y a le planning familial, il y a nous, bien évidemment, donc qui ont un projet sur Avignon cette année. Ça tournerait autour d'une pièce de théâtre si on arrive à avoir tous les financements. C'est pas finalisé, mais enfin c'est en cours. Ensuite il y a un projet sur Orange, mais là je laisserai mon président en parler parce que c'était son domaine. Et nous, effectivement, le 25 novembre, là on est tête de file parce que c'est vraiment la journée réservée aux violences faites aux femmes.
Donc une année sur deux, le 25 novembre, ça coïncide aussi avec un colloque qu'on organise régulièrement et qui a un succès très important sur Carpentras. Donc cette année, tout ça est à finaliser, mais on saura venir vous en reparler à quelques jours du mois de novembre. Les violences faites aux femmes dans notre pays, donc, ont-elles tendance à, je dirais, à baisser ou malheureusement à augmenter? Alors, si on prend les statistiques officielles, ce sont le nombre de plaintes déposées en police et gendarmerie. Donc ce chiffre-là, il est évidemment bien en deçà du phénomène. Mais nous avons pu faire une étude il y a quelques années pour justement essayer de débusquer un petit peu le chiffre noir. Alors, les violences faites aux femmes, elles augmentent dans la mesure où la violence dans la société augmente et ça se répercute bien évidemment dans cet endroit qui est la famille, qui devrait être le lieu de toute la sécurité et qui est le lieu des plus grands dangers pour les enfants comme pour les femmes. Mais ça augmente aussi parce que c'est mieux pris en compte. Donc il y a plus de femmes qui osent déposer plainte, il y a plus de femmes qui osent parler, venir aux associations. Il y a quand même de gros efforts qui ont été faits. En 2004, il y a eu une réforme du divorce importante. En 2006, les circonstances aggravantes quand il y a des coups sur les femmes. En 2005, là c'est pas la loi, mais c'est le ministère de l'Intérieur a vraiment pris ça à bras-le-corps, a formé les policiers, les gendarmes. Il y a eu vraiment beaucoup d'avancées faites. Donc les femmes ont quand même un peu plus de facilité à parler, mais bien évidemment c'est infinitésimal par rapport à la réalité des violences légères, disons, les violences physiques ou psychologiques graves, mais qui font qu'elles n'osent pas franchir la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Et peut-être une femme qui, là aussi, a une activité professionnelle, ose peut-être un petit peu plus aussi quitter le domicile et parler un petit peu de ces violences, que malheureusement celles qui sont sans emploi, c'est peut-être plus délicat aussi pour elles. Elles dépendent beaucoup plus de l'homme. Ouais, on ne va pas plaisanter avec ce sujet. Je dirais que c'est surtout plus difficile pour nous parce qu'on n'ose pas. Elles sont dans de telles difficultés matérielles que c'est très difficile de leur donner les bons conseils, alors que les conseils, c'est effectivement de se séparer d'un homme qui ne changera pas. Un homme qui est violent, c'est extrêmement rare qu'il change. Les violences conjugales, elles touchent tous les milieux. Elles touchent, et on est c'est le phénomène de l'emprise, alors qu'une femme, elle est son travail, qu'elle soit indépendante, pas indépendante, l'emprise d'un être humain sur un autre être humain, ça... Comment dire? Enfin bon, il n'y a pas de barrière, quoi. Il n'y a pas de. Oui, c'est pas des classes socio-professionnelles. Voilà, c'est pas des classes bien définies. Voilà. Je veux dire, ça franchit tous les obstacles ou tous les handicaps. Ça franchit toutes les classes socio-professionnelles. Au niveau donc de réseau, combien de bénévoles militent? Je crois que je vais poser déjà cette question. De bénévoles militent au sein de votre association. Et si vous n'avez Oui, pardon, vous vouliez me... Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une trentaine de bénévoles. Je peux revenir un petit peu sur ce qui a été dit par Claude. En ce qui concerne la prise de conscience des femmes victimes de violences conjugales, on se rend compte à travers des campagnes qui ont lieu au niveau national. Dès que nous avons une campagne qui met l'accent sur ce problème, les demandes ou les demandes de renseignements auprès de nos associations explosent. Vraiment. Pour preuve, je vous ai donné tout à l'heure le 115 pour l'urgence, pour les gens qui sont à la rue. On est aussi dépositaire du 3919, qui est le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est un numéro national et ça permet effectivement de pouvoir permettre aux femmes de pouvoir être en lien direct avec une écoutante qui va pouvoir l'aiguiller et l'accompagner à faire des choix. Hein. Et c'est vrai que c'est un moment important parce que c'est le moment où la femme peut bouger, effectivement. C'est ce que disait Claude est très vrai, c'est très, très dur pour une femme de passer le pas. Enfin, c'est changer de monde du jour au lendemain et c'est pas évident. Hein, donc voilà, 3919. Donc par rapport à ce que vous me dites, les femmes, donc il y a une campagne de prévention, donc elles auraient tendance justement à venir beaucoup plus dénoncer ces violences, mais êtes-vous en capacité de pouvoir y répondre? C'est là le souci. Est-ce que
réseau, est-ce que si la demande augmente, est-ce que vous êtes en capacité ou pas, ou justement est-ce que il vous faut profiter pour faire appel aux dons ou autre, je suppose. Réseau fait partie de tout un réseau. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que nous faisons partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et la première chose à faire, une femme qui fait le pas et qui décide de se mettre à l'abri de son conjoint violent, donc en principe c'est le conjoint qui doit partir vu la nouvelle loi, mais bon, suivant les cas, il faut mettre à l'abri physiquement la femme. On la met en général à l'abri en dehors de son département ou de son lieu de résidence. Et donc là, on est en lien avec un ensemble d'associations qui sont sur la France entière. Et là, depuis cette année, on a donc sur la région PACA, la région Languedoc-Roussillon, on a créé Solidarité Femmes Méditerranée. Donc on est en réseau avec les associations de la Fédération nationale Solidarité Femmes depuis la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne. Ça permet d'avoir des liens avec des centres d'hébergement d'urgence pour pouvoir mettre à l'abri des femmes qui sont en demande. Ouais. Ceci dit, il manque de place. C'est évident. Voilà. On a rendez-vous avec les ministères régulièrement pour demander des créations de places d'urgence ou de places même à plus long terme. D'accord. Avant de conclure cette interview, on fait une toute petite page musicale, et on se retrouve juste derrière.
événements en direct. En direct avec RTVFM. Pour celles et ceux qui viendraient juste de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct de la Maison du Citoyen de Carpentras dans l'émission Associativement Vôtre. Monsieur Zembris, peut-on faire des dons à votre association ? Bien sûr, ça je ne vais pas vous refuser. C'est vrai qu'on a de gros besoins. Vous pouvez contacter l'association. Est-ce que je vous donne un téléphone ou une adresse, Donc nous sommes basés sur Carpentras 259 bis, avenue Pierre Sémard. Et notre téléphone, c'est le 04 90 60 36 84. Et nous acceptons effectivement tout don. Nous sommes une association reconnue d'intérêt général. Donc nous pouvons recevoir des dons du monétaire et également des dons en nature. Oui. On parlait tout à l'heure de l'atelier Récup Déco où effectivement si des gens sont prêts à donner du matériel c'est vrai qu'on a une soixantaine de logements qu'il faut régulièrement aménager ou réaménager ou améliorer. Donc on est tout à fait demandeur d'aide à ce niveau-là et puis même je dirais que le don, il peut être fait par des personnes et des bénévoles qui pourraient nous aider. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. Oui. Marie avait une question à vous poser. Oui, moi j'aimerais que vous nous parliez, que vous nous détailliez un peu l'accueil et l'accompagnement que vous faites aux femmes victimes de violences. Alors nous sommes une équipe de 6 bénévoles pour assurer donc l'accueil et l'accompagnement des femmes. Donc tous les vendredis matins à Réseau, à Carpentras, au siège. Une fois par mois à Bolène, à Orange, à Sorgues. Une fois par mois, il y a des permanences. Il suffit donc de téléphoner au numéro que vient de vous donner notre président pour prendre rendez-vous. Et notre travail consiste à accueillir ces femmes qui autrement n'en parleraient pas parce qu'elles se sont isolées. C'est le propre des femmes victimes de violences. Elles ont honte, elles ne parlent pas. Quand elles parlent à leur famille, à leurs amis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis la 4e, on va lui dire si tu restes. C'est que t'as envie, c'est que t'aimes ça. Bon. Donc elles finissent par être complètement isolées et par ne plus être écoutées. Si elles vont déposer une plainte, le lendemain, elles vont la retirer parce qu'elles sont sous emprise, comme je vous disais tout à l'heure, et parce qu'on connaît bien le phénomène des violences, c'est-à-dire qu'il y a une spirale qui se répète, il y a un moment de tension dans le couple, il y a un passage à l'acte, il y a une violence, ensuite le mari regrette, s'excuse, lui promet de changer, il y a qu'elle qui pourra le faire changer. Elle demande qu'une chose, c'est y croire. Voilà. Donc, si elle a déposé plainte, elle va la retirer. Et puis, le cycle recommence. Les violences sont de plus en plus fréquentes, sont de plus en plus importantes. Et un beau jour, elles vont franchir déjà la porte d'une association pour en parler. Là, il faut qu'on les aide à imaginer qu'elles peuvent avoir un autre projet de vie que d'attendre simplement qu'ils changent, parce qu'elles ont déjà tout fait pour qu'ils changent et ça n'a pas marché. Donc on les accompagne, on ne les brusque pas, elles reviennent nous voir régulièrement, on met au point avec elles leur situation matérielle, leur formation, les enfants, parce qu'il faut aussi par rapport à la loi qu'elles soient très prudentes. Un père violent n'est pas toujours considéré comme un mauvais père. Nous on dit que c'est un père toxique, un père nocif, parce que c'est un exemple des relations femmes-hommes qui est extrêmement négatif. Or, les lois qui veulent protéger absolument la paternité, ne prennent pas toujours en conscience de ce phénomène dans le cas des violences, parce que la plupart du temps, l'homme violent a une façade sociale tout à fait présentable, correcte. Il fait passer sa femme pour folle. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dénouer, et c'est ce travail qu'on fait avec elles, patiemment, tranquillement, sans les juger. Elles prennent confiance, on a des groupes de parole où elles viennent, elles parlent entre elles, donc elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules dans ce cas-là. Et au bout du compte, on voit des femmes qui arrivent avec le temps à prendre leur vie en main, quelle que soit leur situation difficile au départ. Il n'y en a pas assez, bien évidemment, mais c'est vraiment un passage que je leur conseille de prendre parce qu'elles seront moins seules, elles retrouveront un petit peu de dignité, un peu confiance en elles, un peu l'estime d'elles-mêmes, et ça passe par là au départ. Voilà. Oui, parce que l'homme qui a frappé une fois frappera toujours. Et elles ont du mal à en prendre conscience.
C'est un long travail de prise de conscience. Au niveau social, il y a la prise en charge des auteurs qui n'est pas assez prise en compte. Ça fait partie de notre militantisme, ça a demandé à ce que les auteurs soient pris en compte. Il y a des expériences dans d'autres tribunaux de grande instance de France où l'attitude est extrêmement sévère par rapport aux auteurs dès le premier coup, dès la première claque, et ça a des résultats assez efficaces par rapport à la récidive. Donc ça, c'est alors là, on est dans un militantisme social ou sociétal et politique, de prendre en charge la question des auteurs pour faire évoluer, parce qu'effectivement, si on ne traite pas les auteurs, une femme peut partir, mais c'est une autre qui va suivre. Donc, il faut vraiment traiter ce problème par les deux bouts. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre commentaire, parce que c'est vrai que la population connaît très mal le problème des femmes battues. Et elles sont souvent critiquées, elles sont souvent... on dit qu'elles aiment ça, elles sont dénigrées. Et il y a tout un autre problème psychologique qui est derrière. Voilà. Merci, madame. De rien. En conclusion, monsieur Zembris, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont vous êtes... Oui, ce en quoi je suis le plus fier, et je pense que nos équipes sont le plus fiers, c'est quand justement une femme retrouve son autonomie, quelqu'un qui était à la rue qu'on a accompagné retrouve un logement. C'est nos réalisations les plus fières, dont nous sommes le plus fiers. Après, on se donne les moyens d'y arriver. C'est sûr que il suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Il faut aussi mettre en place une structure là qu'on a, je pense, bien mis en place avec les équipes de professionnels. Et là, on est en train on va lancer les travaux sur l'ancienne maternité de Carpentras pour mettre l'ensemble de nos services dans ce lieu. Et symboliquement, je trouve bien qu'on soit dans une ancienne maternité. Voilà. Donc, ce sera un lieu de gestation pour permettre aux personnes qu'on accompagne à renaître quelque part. Et renouveau. Voilà, un renouveau. Et donc voilà, je pense que les travaux vont démarrer dans le courant de cette année. Et on aura un lieu qui sera aussi ouvert vers la cité. C'est un travail qu'on a voulu depuis le début. On a été... la mairie de Carpentras a été présente depuis le début de ce projet, et c'est un lieu qui sera tourné vers la ville, c'est-à-dire où ce bâtiment, je pense, sera de très grande qualité architecturale et aura des lieux de rencontre, que ce soit au niveau culturel, au niveau un lieu d'échange. Où on ne pointera pas du doigt des gens parce qu'ils sont pas bien, mais ils sont dans la cité et la cité sera avec eux. Merci monsieur Zembris, merci madame Parmentier d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et je rappelle donc que monsieur Zembris, vous êtes le président de l'association Réseau, que madame Parmentier est donc intervenante violence conjugale, et que cette dernière donc Réseau se situe, je rappelle un petit peu l'adresse, au 259 bis avenue Pierre-Sémar sur Carpentras. Pour plus de renseignements, je crois qu'on peut aussi aller sur le site internet www.réseau.fr. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Donc à très bientôt et merci d'être venu nous rendre visite et pour avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous.